C'est peut-être justement cette nervosité, la peur de l'échec, la crainte de décevoir les autres qui t'ont conduit au succès. Du coup, l'anxiété ambitieuse, de façon objective, elle t'a rendu un grand service. Mais maintenant, le problème, c'est que tu y attaches ton succès et ta survie. C'est-à-dire le salaire qui va avec là où t'es arrivé professionnellement grâce à l'anxiété. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Il y a quelques jours, j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir ce qui était le plus difficile pour les personnes qui me suivent dans l'anxiété ambitieuse. Alors l'anxiété ambitieuse, c'est vraiment moi qui l'ai rebaptisée. Vous la rencontrerez peut-être sous le nom d'anxiété fonctionnelle, mais je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose, anxiété fonctionnelle. Les anglo-saxons, ils l'appellent la High Functioning Anxiety. Donc en anglais, on comprend beaucoup mieux parce que High Functioning, c'est les personnes qui fonctionnent très très bien à un high level, donc à un haut niveau, qui fonctionnent très bien mais qui en réalité à l'intérieur sont bourrés d'anxiété. Donc je l'ai appelée l'anxiété ambitieuse. Donc c'est sous ce nom-là que j'en parlerai pendant cet épisode. Déjà grâce à ce sondage Instagram, j'ai réalisé que j'étais pas seule. Ça c'est toujours cool. Il y a des personnes qui ont répondu au sondage en parlant de surpréparation et de procrastination. D'autres en parlant du fait qu'elles se lançaient dans tous les sens sans mener vraiment rien à bien, sans aller jusqu'au bout des choses et que finalement elles s'épuisaient. D'autres encore qui ont partagé qu'elles doutaient d'elles-mêmes en permanence. J'ai été surprise, et en même temps pas du tout surprise, par ces réponses, surprise par le nombre de réponses surtout. Parce que le truc avec l'anxiété ambitieuse, c'est qu'on peut vite avoir le sentiment de solitude. Ça fait partie de la définition même en fait de ce que les anglo-saxons appellent la High Functioning Anxiety, donc cette anxiété ambitieuse. Les personnes qui en souffrent sont des personnes qui, au vu du monde extérieur, connaissent le succès. C'est des personnes qui gèrent. Donc c'est une souffrance qui est complètement tue. Et dans l'anxiété ambitieuse, en fait, déjà qu'on doute de soi en permanence, alors on va pas en plus laisser tomber la façade de la personne qui réussit tout, qui gère, qui est super bonne organisatrice, etc. Cette façade, en fait, c'est la seule chose qu'on a. Donc on n'est pas prête à la laisser tomber. Donc ça implique quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas prête à en parler, en fait. On n'est pas prête à parler de la souffrance, de notre souffrance intérieure. Un premier problème de l'anxiété ambitieuse que j'ai identifié, c'est la relation de cause à effet entre ma valeur personnelle et les cases cochées sur ma to-do list. Si j'arrive pas à tout faire, à faire tout ce qu'on attend de moi, ou ce que je pense qu'on attend de moi, ou ce que j'attends de moi-même, je suis nulle. Le raccourci, il est très vite fait. J'aimerais remettre quelque chose en perspective ici parce que l'anxiété fonctionnelle ou l'anxiété ambitieuse, comme je l'appelle, c'est quelque chose qui touche, j'ai l'impression, plus les femmes que les hommes. D'ailleurs, dans le sondage Instagram, j'ai que des femmes qui ont répondu au sondage. Les femmes, elles sont arrivées dans un monde du travail qui était 100% masculin pendant longtemps. Et en écrivant mes notes pour l'épisode de podcast, je me suis dit, imagine si ça avait été l'inverse. Imagine si les hommes avaient peu à peu commencé à travailler et ils étaient arrivés dans des bureaux ou dans des usines où il n'y avait que des femmes. Et je me suis dit, waouh, en fait, il y aurait des salles de repos pour s'allonger, c'est sûr. Rien que pour les femmes enceintes. On sait toutes que les 3 premiers mois de grossesse, on est hyper crevés. Peut-être qu'on vomit, qu'on a la nausée, etc. Donc on a besoin de salles de repos juste pour pouvoir s'allonger, au moins après le déjeuner ou des choses comme ça. Donc c'est sûr, il y aurait des salles de repos. Il y aurait des snacks sains, de la nourriture qui serait là à disposition. Il y aurait peut-être... un peu cette solidarité féminine avec un roulement. Peut-être qu'on désignerait tous les jours quelqu'un, une femme qui s'occuperait un peu du bien-être des autres, qui apporterait les bouteilles d'eau, qui s'assurerait que tout le monde va bien, etc. Vous imaginez le truc comme moi je le vois ? Et les hommes, ils seraient arrivés dans ce monde du travail-là. Or, c'est l'inverse qui s'est produit. Les femmes, elles sont arrivées dans un monde du travail qui était 100% masculin et où, honnêtement, il n'y avait rien de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, le bien-être au travail, c'est un beau mouvement à la mode, hein, c'est super. Mais c'est un beau mouvement à la mode pour qu'on soit encore plus productif. Yeah ! C'est genre, fais ton yoga, comme ça t'auras moins mal au dos sur ta chaise de bureau et tu pourras rester 3 quarts d'heure de plus le soir sans même t'en rendre compte.
Si c'est pas génial, ça. Et donc pour moi, l'anxiété ambitieuse, elle trouve en partie sa source dans ce déséquilibre. Le déséquilibre des énergies féminines et masculines. On va tout faire depuis cet espace de volonté, depuis cet espace de il faut, cette énergie du il faut. On va tout faire en se mettant un coup de pied aux fesses. Et moi, la première, je vais pas mentir, j'ai complètement adopté ce mode de fonctionnement. Et c'est un tel conditionnement que je dois tout le temps m'attraper pour essayer de faire quelque chose qui n'est pas forcément productif. Et la plupart des jours, c'est encore très difficile pour moi. En plus, quand on est entrepreneur et qu'on aime profondément ce qu'on fait, c'est encore plus dur de poser des limites parce que la frontière, elle est complètement floue. Entre travail et plaisir-loisir, c'est genre, oui, je me détends, je vais lire un livre, mais en fait, je vais lire un livre sur le nerf vague. Vous voyez ? Donc c'est toujours utile, c'est toujours productif, en fait. Donc la frontière, elle est très floue. Et le besoin de constamment porter à la conscience ce besoin de performer, de faire quelque chose de productif, d'être dans quelque chose qui est utile, ça demande vraiment, ça demande un effort en fait. Parce qu'après, il y a un autre piège, et nous, on a souvent la discussion avec mon copain, il a aucun problème à se reposer, en fait, à se poser. Au contraire, ça lui fait vraiment plaisir, il attend ces moments-là. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile. Dès que je suis dans quelque chose qui n'est pas utile, ça va être très difficile pour moi. Et puis du coup, on tombe dans le piège, ou je tombe dans le piège, en tout cas, je vais parler pour moi, dans cette situation où même le self-care, un peu, le fait de prendre soin de soi, etc., ça devient une obligation, ça devient une case à cocher. C'est comme le repos, le self-care, hop, ça devient des cases à cocher. Yoga, donne. Gommage du visage, donne. Et on coche les cases. J'ai une cliente en coaching qui a commencé à faire des crises d'angoisse à 2 reprises dans sa vie, et elle comprenait pas du tout pourquoi. Elle comprenait pas parce qu'à chaque fois, c'était en vacances, quand elle était détendue et que tout allait bien, et elle commençait à faire des crises d'angoisse. Donc cette cliente, elle a une brillante carrière en droit, pour laquelle elle s'est tuée à la tâche d'ailleurs pendant des années. Et la détente, son système, il ne sait même pas quoi en faire. C'est tellement inhabituel que son frein vagal, il lâche complètement. Le frein vagal, c'est quoi ? C'est cette fonction du nerf vague qui nous permet de rester calme et résilient. Faut vraiment vous imaginer être dans une pente à vélo, en descente. Vous gardez toujours le frein un peu appuyé pour pas complètement partir et être en roue libre. Ça, c'est le frein vagal. Et quand il fonctionne pas bien, parce que la charge allostatique est trop grande, donc la charge allostatique, c'est tout le stress accumulé sans période de repos. Quand cette charge allostatique, elle devient trop élevée, on est en roue libre. Et pour certains, donc c'est en fait le frein vagal se relâche complètement, d'accord ? Et pour certains, ça va se manifester par des symptômes physiques, ça va être des intestins irritables, un SIBO, des migraines, etc., des problèmes de cœur. Pour d'autres, ça va se manifester par de l'anxiété intense ou des crises d'angoisse, justement. Moi, mon conseil là-dessus, c'est si le self-care devient quelque chose à cocher sur une liste, ne le fais plus. Laisse tomber. Et moi, j'ai mis du temps à me libérer de cette espèce de diktat du self-care. Les gommages, faire ses cosmétiques soi-même, les masques, etc. Moi, ça me saoule. Je le dis, ça me saoule. Donc, je le fais qu'en entretien de temps en temps, et je le classe pas dans la catégorie self-care. Je rentre plus dans cette hypocrisie vis-à-vis de moi-même. Je vais prendre un moment pour moi, alors que non, en fait, ça me saoule. Parce que on a déclaré que prendre un moment pour soi, c'était forcément se faire un gommage, prendre un bain, etc. Bah non, pour moi, un moment pour moi, c'est beaucoup plus d'aller marcher dans la nature ou c'est d'utiliser mes huiles essentielles, par exemple. Ça me fait vraiment du bien, par contre. Donc, relâchez ça au maximum. À partir du moment où ça devient un item à cocher sur la liste, relâchez-le. Et puis après, il y a aussi le cas de celles et ceux qui passent des heures sur des tâches qui sont pas du tout essentielles, mais c'est juste histoire de s'occuper. Il y a ça aussi. En anglais, on appelle ça le busy work. D'ailleurs, en anglais, c'est très rigolo parce que surtout les Anglais, pas les Américains, je crois, mais en Angleterre, c'est très bien vu de dire « How are you ?» par exemple, « Comment allez-vous ?» « Ah, busy. Je suis occupée. » C'est genre hyper bien vu, quoi. Donc, on voit comment ça s'est insinué partout dans la culture, en fait, même dans les expressions. Donc, le busy work, c'est quoi ? C'est vraiment le travail d'abeille ou de fourmi. Tu sais, genre, comme une abeille ou une fourmi, je m'active, genre, coûte que coûte. Est-ce que je crée quelque chose de concret vraiment dans la matière ? Est-ce que ce que je fais, ça a vraiment un impact ? C'est pas sûr. Et c'est là où il faut prioriser. On va en reparler de ça,
quand je vais proposer des solutions à la fin de l'épisode parce que prioriser quand on a ce besoin de s'occuper coûte que coûte, c'est effrayant. Ça fait hyper peur parce que prioriser, c'est déléguer, c'est éliminer des tâches. D'accord ? C'est hyper dur. Donc on va voir comment on peut faire. Parlons aussi du doute qui vient avec l'anxiété ambitieuse. Le doute et la critique intérieure constante et pas forcément consciente. La critique intérieure, c'est une des parties protectrices de nous. Alors là, tu te dis peut-être, dis donc, elle est plutôt destructive pour une partie qui essaye de me protéger. C'est ça le truc avec les parties protectrices de nous. C'est exactement ça. Leur seul rôle, c'est de nous empêcher d'expérimenter la douleur. Et elles feront tout ce qui est en leur pouvoir pour arriver à leur fin, avec très peu de considération, voire pas du tout, pour les conséquences néfastes que ça aura dans notre vie actuelle. Et soyons clairs, on vit mal avec une critique intérieure constante. On se sent petit, petite, on n'arrive pas à sortir facilement de sa zone de confort, ou on a même du mal juste à commencer des choses nouvelles. Mais jusqu'à ce qu'on ait compris que cette partie de nous nous protège, on ne pourra pas s'en débarrasser. Quelle peur est-ce qu'il y a derrière cette partie qui nous protège ? Qu'est-ce qu'elle cache ? Qu'est-ce qu'elle protège, cette critique intérieure ? Est-ce que tu as peur de ne pas être aimé si tu fais pas tout ce qu'on attend de toi ? Ou ce que tu penses que les autres attendent de toi ? Est-ce que tu as peur d'être abandonné par des personnes que tu aimes ou que tu respectes ? Est-ce que tu as peur d'être critiqué par des personnes que tu respectes aussi ? Je pense qu'honnêtement, on a toutes et tous ces peurs-là à des degrés différents. La peur de ne pas être aimé, la peur d'être critiqué. Même si on se dit qu'on s'en fiche de l'opinion des autres, etc., c'est vrai jusqu'à un certain point. Maintenant, il faut travailler avec ces peurs-là et les apaiser pour pouvoir fonctionner et vivre mieux. Et c'est là où en fait vraiment, chacune et chacun, il faut trouver la modalité qui lui convient le mieux. Moi, j'adore l'IFS personnellement, l'Internal Family Systems, qui m'a beaucoup aidé à travailler avec les parties de moi. Mais ça peut être le MDR, ça peut être certains exercices de coaching, ça peut être de l'EFT, ça peut être de l'hypnose, ça peut être du breathwork. Voilà, vraiment trouve la modalité qui va te permettre de travailler avec ça. Parce que juste, encore une fois, avoir cette approche du haut vers le bas, en essayant de changer ses pensées, sans se dire « Ok, mais ma critique intérieure, si elle est là depuis si longtemps, c'est qu'elle a une raison d'être, c'est qu'elle protège quelque chose. » Ça va être très dur de juste changer ses pensées, et c'est même très dur d'en prendre conscience en fait de cette critique intérieure. Le discours négatif, il est tellement pernicieux et là tout le temps qu'on n'arrive presque plus à faire la différence à un moment donné. Notre critique intérieure, elle peut aussi nous faire nous sentir coupables quand on essaye de se reposer, par exemple. Ça, c'est typique. Après, j'aimerais faire une aparté sur le sujet du repos. Parce que pour moi, par exemple, ça a été très libérateur de savoir qu'en Human Design, j'étais générateur. Donc il y a, je sais plus, 3 types de personnalités ou un truc comme ça, mais les Human Design, c'est vraiment très complet comme discipline. Les générateurs, c'est des personnes qui ont beaucoup d'énergie à revendre. Et pour elles, parfois, le fait de travailler, c'est presque plus reposant, plus régénérant que le repos. Et moi, c'est vraiment souvent ce que je ressens, ça. Donc, encore une fois, prenez garde à ce que le repos ne devienne pas un truc à cocher sur la liste, sans vous écouter, sans même savoir si c'est vraiment ce dont vous avez besoin. C'est une discussion qu'on a très souvent. Moi, avec mon compagnon, il me dit toujours « repose-toi, repose-toi ». Je lui dis « mais moi, j'ai pas envie de me reposer. Là, j'ai envie de faire des choses, en fait, ou d'être plutôt dans une forme de repos active. Par exemple, marcher dans la nature. » Et parfois, peut-être que j'ai juste besoin de dormir, en fait. J'ai besoin de faire une micro-sieste de 15-20 minutes, mais j'ai pas besoin de juste glander sur le canapé ou voilà, lire un livre ou je sais pas quoi, ce qu'on va mettre généralement dans la case repos. Ou j'ai même besoin de faire une bonne séance de sport, peu importe. C'est pas forcément juste se reposer au sens pur. Et sur la question du repos, il y a aussi une exploration à faire du côté du système nerveux. Parce que si t'as cette anxiété fonctionnelle, là, cette anxiété ambitieuse, tu dois connaître cette sensation quand tu essaies de te poser sur le canapé, par exemple, et que d'un coup, tu es envahi d'une espèce d'agitation intérieure, presque un besoin irrépressible de bouger, comme si, en fait, t'aimerais te reposer, mais ton corps te laisse pas faire. Et ça, c'est typiquement quand t'es en fight or flight, donc cet état du milieu de l'échelle polyvagale. Quand t'es dans cet état, physiologiquement, tu dois te préparer à la fuite ou au combat. Donc c'est pas du tout le moment de s'installer sur son canapé avec un livre. D'ailleurs, tu peux même pas te concentrer, en fait. Donc vraiment, c'est très déculpabilisant de comprendre que c'est physiologique.
ce que tu expérimentes, donc ces sensations, cette agitation intérieure, les pensées de la to-do list, oh j'ai encore ça à faire, nanana, tout ça c'est uniquement le résultat de l'état dans lequel ton système nerveux se trouve. La nature de nos pensées, c'est le résultat de l'état dans lequel le système nerveux se trouve. Ça, je vais le répéter autant de fois que nécessaire au fil des épisodes. Donc j'aimerais lire un livre sur le canapé, mais je peux pas me concentrer. La capacité de concentration, d'ailleurs, elle est intimement liée avec l'état du système nerveux dans lequel on se trouve. Pour être productive, l'anxiété, c'est cool, c'est un bon moteur. Par exemple, pour faire le busy work dont je parlais tout à l'heure, donc des choses qui ne demandent pas beaucoup de créativité comme faire son ménage ou faire son linge, ou si on l'applique au business, faire toutes les tâches de back-office, comme par exemple répondre à des mails, etc. Tout ça, on peut le faire en se sentant anxieux ou anxieuse. C'est presque bénéfique, l'anxiété, elle nourrit la productivité. Mais dès que tu vas vouloir avoir une lecture qui n'est pas une lecture de plage, qui demande un peu plus de brain power, ou créer un programme en ligne, ou écrire un épisode de podcast, justement, toute chose qui en fait demande de la créativité, ça va être très difficile, voire impossible, de le faire si tu es anxieuse. Pour être créative, il faut que tu puisses te sentir en sécurité. Ça demande une certaine dose, à minima, de sécurité. Et du coup, ça, c'est un vrai cercle vicieux. Si on pense au business, parce que puisque t'es tout le temps anxieuse, t'es capable uniquement de faire du busy work, t'arrives pas à faire un peu les grosses choses, les tâches qui vont vraiment avoir de l'impact. Et si t'es entrepreneur, il y a une partie de toi qui voit bien que c'est pas productif, et que t'aurais besoin de t'atteler à des tâches qui, demandent justement ce brain power, cette concentration, cette créativité, mais t'y arrives pas. Et donc du coup, tu te mets encore plus de tâches sur le dos, des petites tâches par-ci par-là, de busy work, pour compenser et avoir l'impression de faire vraiment quelque chose qui a du sens. Et puis à ça, vient s'ajouter la souffrance de ne pas réaliser son plein potentiel, par exemple. Parce que je sais que je pourrais faire beaucoup mieux que ça, que ces petites tâches-là de back-office, mais j'en suis pas capable parce que j'ai cette critique intérieure qui est tellement active et j'arrive jamais à accéder à la sécurité à l'intérieur de moi. Et quand cette critique intérieure est à l'œuvre, la question qui est présente, de façon consciente ou inconsciente, donc là, attention trigger, tu vas peut-être être activé par ça, mais la question c'est la suivante. Qu'est-ce qui va se passer quand les autres se rendront compte que je suis un imposteur ? Que je ne suis pas aussi douée, ou aussi organisée, ou aussi productive qu'ils le pensent ? Qu'est-ce qui va se passer ? La vérité, c'est très probablement pas grand-chose. Mais on est complètement glacé. C'est le freeze à l'intérieur de nous. Parce que cette question, elle est là. Qu'on le veuille ou non. Pourquoi je dis qu'il se passera probablement pas grand-chose ? Essaie de te souvenir d'un moment, par exemple, où quelqu'un t'a fait un compliment sur quelque chose que toi, tu pensais être tout à fait ordinaire. Souvent, les autres, ils ont beaucoup plus d'objectivité sur ce qu'on fait et sur ce qu'on fait de bien, de qualité, bien plus objectif que nous, qui sommes complètement brouillés par notre jugement intérieur et cette critique intérieure qui est à l'œuvre. Je vais être hyper honnête avec vous ici. Quand mon livre est sorti en novembre dernier, donc passé au mode de vie anti-inflammatoire, la maison d'édition m'a envoyé quelques exemplaires en France. Moi, j'étais en Slovénie. Donc il y a un premier exemplaire que j'ai récupéré à Noël, et puis le reste est arrivé plus tard. J'ai à peine regardé cet exemplaire. Je voulais même pas l'ouvrir. Je ressentais une espèce de peur complètement irrationnelle, inexpliquée, je voulais pas ouvrir le livre. J'avais réussi à me persuader que le livre n'était pas à la hauteur, qu'il était trop basique, que c'était nul, et que les gens avaient déjà lu certainement des millions de fois déjà ce que j'avais écrit dans le livre. Fun fact, j'ai d'ailleurs perdu ce premier exemplaire. Je sais pas où je l'ai mis, encore aujourd'hui. Si ça, c'est pas un acte manqué, je sais pas ce que c'est. Et puis les messages des lecteurs et des lectrices ont commencé à arriver, tous plus enthousiastes les uns que les autres. Les personnes ont commencé à faire mes recettes, à les partager sur les réseaux sociaux, à me dire qu'elles commençaient à mettre en place les habitudes que je proposais dans le livre. Et à chaque fois, à chaque message, je tombais de l'armoire. Au début, je me disais même que les gens m'écrivaient ça pour me faire plaisir. C'était pas possible qu'ils puissent aimer ce que j'ai écrit. Voilà à quel point ma critique intérieure était active. Et il m'a fallu plusieurs semaines et des messages répétés pour commencer à bien vouloir croire que oui, peut-être que finalement mon livre aidait les gens et qu'il était bien fait. Et cette situation, elle résume tout le paradoxe de l'anxiété ambitieuse. Je suis assez ambitieuse pour faire de grandes choses et même faire des choses de très bonne qualité, mais je me détruis intérieurement pendant tout le processus. Et ça vaut aussi pour le travail ou pour la maison. Il y a pas longtemps, j'ai expérimenté la semaine avant mon mariage.
si vous vous êtes mariés, vous savez ce que c'est la semaine avant le mariage, tous les préparatifs, etc. Et en plus, moi, j'avais tous les Français qui venaient me rendre visite en Slovénie, donc j'allais avoir la maison pleine de famille et d'amis. Je voulais que tout le monde soit bien, que la maison soit parfaite, etc., etc. Donc ça, c'est la même chose, en fait, mais appliquée au quotidien, et pas au business. Mais c'est la même chose. Une personne qui souffre d'anxiété ambitieuse, elle peut être, et elle est sûrement l'image même de la réussite. C'est peut-être toi qui arrive au travail plus tôt que tout le monde, qui est impeccablement habillé, les cheveux bien coiffés, toujours nickel, tes collègues ils disent que t'es très motivé dans le travail, tu rates jamais une échéance, une deadline, t'échoues jamais dans tes tâches, tout est toujours bien fait, t'es prête à aider les autres aussi quand on te le demande. D'ailleurs, les personnes qui ont l'anxiété ambitieuse, elles sont souvent très très loyales dans les relations. T'as une vie sociale bien chargée, bien remplie. Mais ce que les autres ils savent pas, c'est que sous cette surface d'un extérieur apparemment parfait, tu luttes contre un barrage d'anxiété en permanence. Et c'est peut-être justement cette nervosité, la peur de l'échec, la crainte de décevoir les autres qui t'ont conduit au succès. Du coup, l'anxiété ambitieuse, de façon objective, elle t'a rendu un grand service. Mais maintenant, le problème, c'est que tu y attaches ton succès et ta survie. C'est-à-dire le salaire qui va avec là où t'es arrivé professionnellement grâce à l'anxiété. Donc il y a ce court-circuit qui se fait. Puisque je suis anxieuse, c'était un moteur pour moi, je me suis toujours poussée, donc je suis arrivée à ce niveau-là professionnellement, et maintenant c'est grâce à cette profession et à ce statut que j'ai mon salaire, dont ma survie dépend, dont mon mode de vie dépend, et donc mon mode de vie dépend de mon anxiété. Si t'arrêtes d'être anxieuse, t'as peur de même plus te lever le matin en fait. Ou pire, t'as peur de rejoindre le groupe des personnes que t'as enviées, et puis que t'as fini par juger, qui sont les personnes qui savent ralentir, qui savent prendre leur temps, qui savent profiter de la vie. On peut en parler de ça. Une de tes plus grandes peurs, si t'es plus drivé par l'anxiété, c'est de rejoindre le banc de ceux que t'appelles les feignants. On l'a tous fait. Let's be real là, real talk. Donc il y a une petite couche de culpabilité et de honte là-dessous, parce que c'est pas beau de penser ça. Mais on peut pas s'en empêcher. Ceux qui sont pas productifs comme nous, anxieux comme nous, c'est des feignants. Une première étape pour moi déjà, ça a été de faire de la place pour cette réalisation. Et pour toutes les émotions qui y sont attachées. Le mépris, la culpabilité, la honte, l'agacement. Et c'est logique de pas pouvoir relâcher cette anxiété et toutes ces exigences. Parce que ça me ferait appartenir à une catégorie de personnes qu'au fond je méprise. Que tu méprises aussi peut-être. Ce mépris c'est de l'acquis, on est d'accord, c'est pas de l'inné. Aucun enfant ne méprise un autre enfant parce qu'il joue de façon plus insouciante, par exemple. Ou parce qu'il préfère une activité plus posée comme jouer aux billes plutôt que de jouer à chat. Donc ça peut se désapprendre, c'est la bonne nouvelle. Et ça peut se relâcher. Et ça va vraiment faire partie du chemin pour relâcher l'anxiété ambitieuse. Parce que, je te l'assure, pour être maintenant de l'autre côté à peu près 50% du temps, je travaille toujours autant et je produis même un travail de meilleure qualité aujourd'hui parce que j'ai assez de sécurité en moi pour ne pas seulement être productive mais être aussi créative. L'opinion des autres compte pour moi, hein. On l'a vu avec l'épisode du livre, je vais pas mentir. Ce serait mentir que de dire le contraire. Mais je ne suis plus paralysée à l'idée de dire ou d'écrire des choses, voilà, d'écrire quelque chose de mal ou qui soit controversé par exemple. C'est mon opinion, c'est tout. Les idées même que je propose dans ce podcast, c'est le résultat de mes recherches, des conclusions que j'en ai tirées, de ce que je vis, de mon expérience. Donc ça me fait une belle transition vers les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Une première solution, par exemple, c'est de partager son expérience personnelle. Personne ne peut contredire ce que tu vis à l'intérieur de toi. Donc c'est un bon départ si t'es paralysé à l'idée d'être critiqué ou que tu perds tous tes moyens à l'idée même, en fait, de faire une erreur, par exemple, dans le travail. Commence par partager ton expérience, comment toi tu vis et comment tu ressens les choses. Si t'es entrepreneur, entoure-toi d'autres entrepreneurs qui pourront par exemple te donner un avis sur un projet ou sur un cas client par exemple, peu importe. Ou si même t'es dans un autre métier, pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais entoure-toi de collègues, de confrères, de consoeurs qui pourront te donner un avis. Trouve quelqu'un de bienveillant avec qui tu peux vraiment co-réguler. La communauté, c'est super important pour se co-réguler. Notre système nerveux, il aspire qu'à une chose, c'est à être en contact avec un autre système nerveux. Si t'as du mal à te reposer, par exemple, commence avec du repos actif qui est quand même utile. Je m'explique. Par exemple, une amie te propose d'aller boire un café, tu te dis non mais en fait je vais perdre 1 heure quoi. Genre on va parler de potin, je vais perdre 1 heure.
Propose-lui d'aller marcher, par exemple. Aller marcher avec une amie, se bouger avec cette corrégulation entre deux systèmes nerveux, c'est super bien. Ça permettra de calmer le mental et puis ça te permettra de te dire comment tu fais quelque chose pour ton corps, tu te bouges, c'est bon pour ta santé. Tu pourras le classer, si tu veux, dans la catégorie utile. Et donc ça va calmer le mental et ça va te permettre d'être dans une forme de repos actif. Un autre élément, c'est de ramener du jeu. Alors ça, c'est très difficile parce que le jeu, il est complètement absent très souvent de nos vies d'adultes. Le jeu, c'est pour les enfants. Or, le jeu, c'est ce qu'il y a de plus bienfaisant pour le système nerveux. Et je vais vous dire, dans toute la période de mes études où j'étais complètement tendue, où j'avais de l'eczéma partout, c'était pas du tout une bonne période de ma vie. Moi, les études, c'était pas du tout faire la fête, profiter des amis et tout. J'étais complètement stressée. J'étais à l'université Assas en droit où on nous pressurisait, on nous pressait comme des citrons, c'était terrible. Donc il n'y avait pas du tout ni d'insouciance, ni de jeu, ni rien du tout. Pendant toute cette période-là, j'étais incapable de rigoler. Je n'ai pas ri pendant au moins 5 ou 6 ans et je n'ai pas joué. Alors là, le jeu, c'était tellement loin de mes préoccupations, je n'ai pas joué. Et j'étais complètement tendue avec un frein vagal qui était complètement hors course pendant toutes ces années-là. Donc, ramener du jeu. Par exemple, les animaux, ils sont super pour ça. Moi, aujourd'hui, je joue beaucoup avec Alma. C'est presque mieux que les enfants parce qu'ils font pas de colère et c'est juste des boules d'amour, ils nous donnent tout ce qu'ils ont, les animaux, et ça se ressent. Jouer avec les enfants aussi. Voilà, s'ils sont détendus et que tout va bien, c'est magnifique aussi. Mais ou si vous n'avez pas d'enfants ou pas d'animaux, trouvez des moyens de ramener du jeu. Est-ce que par exemple vous aimez les jeux de société ? Moi c'est pas trop mon truc, mais peut-être que vous aimez ça. Ramener du jeu, c'est vraiment très bienfaisant parce qu'en fait le jeu, c'est un mélange de l'état de sécurité dans notre système nerveux et de l'état de fight or flight, de l'état de mobilisation. Donc du coup c'est une mobilisation dans laquelle je me sens en sécurité. Quand vous voyez les enfants, par exemple, qui jouent à chat, ils ont peur de se faire attraper par l'autre, mais ils sont dans le jeu. Donc il y a ce mélange, vraiment ce mix, cette superposition de l'état de sécurité et du fight or flight. Et ça, c'est vraiment très très important et c'est le début du chemin de guérison. Le début, c'est déjà de se rendre compte dans quel état du système nerveux je suis. Et puis après, c'est de pouvoir expérimenter les états de survie, donc le fight or flight ou le shutdown, de façon safe, en se sentant en sécurité. Et le jeu, ça permet ça. De se mobiliser tout en se sentant en sécurité. Ensuite, l'étape par laquelle il va falloir passer, c'est de prioriser. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Et prioriser, ça veut dire éliminer. Ça, c'est hyper dur. Je me suis disputée, on a eu des conversations un peu animées avec mon copain plusieurs fois. Parce que moi, je priorise pas en éliminant, je priorise en me levant plus tôt pour arriver à tout faire. Donc je priorise en mettant les choses dans un ordre qui va faire que je vais pouvoir être plus productive. Mais je ne délègue pas, je ne supprime pas de tâches, je n'élimine rien. J'ai énormément de résistance. Et je me suis très souvent mise en colère. Quand mon copain me disait « Mais Camille, est-ce que cette tâche-là, elle est vraiment essentielle ?» Parce qu'il est entrepreneur aussi, donc il est assez sensible et éveillé sur tout ça. Et je me rendais compte que je me mettais immédiatement en colère. Alors pas contre lui, mais je me mettais en colère. Et donc j'ai creusé. Et je me suis dit, bah oui, Camille, en fait, au vu de tous, c'est la superwoman qui arrive à en faire 10 fois plus dans une journée que tous les autres. Et qui je suis si j'ai plus ça ? Qui je suis sans ça ? Je sais même pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je me démarque plus. Et j'ai plus grande valeur à mes propres yeux. Et c'est ce court-circuit le problème. Ma valeur est complètement attachée aux cases que je suis capable de cocher sur ma to-do list. Ce dont on a parlé au début. C'est ce court-circuit le problème. Donc comment est-ce que je fais ? Je prends contact avec ma critique intérieure, je vois ce qu'elle protège, qu'est-ce qu'il y a comme peur derrière. Est-ce que j'ai peur de perdre mon identité ? Moi c'était ça plutôt. Est-ce que j'ai peur de perdre mon identité ? Est-ce que j'ai peur de plus être respectée ? Parce que je me rends compte que j'étais respectée pour ce que je fais et pas pour qui je suis. Est-ce que j'ai peur de plus être aimée ? Est-ce que j'ai peur de plus faire partie du cercle de personnes que j'admire et de passer sur le banc des feignants ? Qu'est-ce qui est à l'œuvre là ? Et une fois que j'ai compris ce qui était à l'œuvre, là je peux prioriser véritablement de façon efficace en éliminant. Parce que ma valeur elle est plus attachée au nombre de tâches que je coche sur ma to-do list. Bien sûr, c'est hyper satisfaisant de terminer la journée en ayant fait ce qu'on voulait faire, je dis pas, et d'avoir ce sens de l'accomplissement, mais
il faut pas que ma valeur soit attachée à ça. Si j'ai pas réussi à tout faire dans la journée, j'ai exactement la même valeur que quand je me suis levée le matin. Donc c'est vraiment ce check permanent avec soi-même. Et puis je pense qu'en parler à quelqu'un qui a une vraie écoute, c'est très important. Autant tout à l'heure j'ai parlé de partager son expérience personnelle et de trouver sa communauté, de trouver par exemple si t'es entrepreneur d'autres entrepreneurs ou sinon des collègues ou juste un ami si ça se manifeste cette anxiété fonctionnelle, cette anxiété ambitieuse plutôt dans ta vie quotidienne, dans la vie de la maison, etc. Là, je parle d'autre chose, je parle vraiment d'en parler à quelqu'un, alors là plutôt un ami par exemple, c'est plutôt ce que j'ai en tête, qui a une vraie écoute. Et une vraie écoute pour moi c'est quoi ? C'est pas de conseils, pas de jugement, juste de l'écoute. Combien de fois est-ce qu'on fait ça ? Très rarement. Très rarement. Et moi, je suis convaincue que si on initie cette démarche et cette dynamique, c'est aussi un cadeau qu'on fait à l'autre. De juste appeler et dire « Écoute, j'ai pas besoin de conseils, j'ai pas besoin de jugement, est-ce que tu peux juste m'écouter ?» On n'ose pas souvent dire ça ou faire ça. Mais c'est un cadeau qu'on fait aussi à l'autre personne parce qu'elle va se sentir autorisée à faire la même chose. Et très souvent, on a juste besoin d'être vu, d'être entendu, d'être considéré. On n'a pas besoin de conseils, on n'a pas besoin de jugement, on a juste besoin de se déposer. En physique ou au téléphone, peu importe. Moi, j'ai vraiment appris ça grâce à Anaïs. Anaïs, qui est une personne avec qui je travaille de façon très proche chez doTERRA, qui m'a parrainée, puis elle m'a pas mal coachée aussi. Puis maintenant, on est devenus des amis très proches et quand je l'appelle, la question qu'Anaïs me pose le plus souvent, quand je me dépose, c'est « De quoi t'as besoin ?» Alors la vraie version, c'est « De quoi t'as besoin, ma biche ?» Cette question, au début, elle m'a agacée un petit peu parce que je me disais, en fait, sans cesse, elle me renvoie à moi-même. Typique d'un coach. J'étais là, elle me dit soit de demander à l'univers, soit elle me demande ce dont j'ai besoin. Mais j'en sais rien, moi, de quoi j'ai besoin. Là, c'est la détresse. Mais en fait, c'était et c'est hyper précieux. Parce qu'elle était juste dans l'écoute. Et le de quoi t'as besoin, si je demandais des conseils, après elle me donnait des conseils. Mais il y a cette écoute. Et très souvent, dans les situations les plus difficiles de ma vie, c'est Anaïs que j'ai envie d'appeler. Donc trouvez cette personne qui a une vraie écoute. Si t'as personne dans ton entourage qui est capable de te donner cette écoute ou de t'offrir cette co-régulation, trouve une communauté. Ou crée une communauté. Pour moi, c'est comme ça que les réseaux sociaux devraient être utilisés. C'est à ça qu'ils devraient servir. C'est tout. Pas à nourrir notre critique intérieure et à se comparer, etc. Je pense qu'on l'a tous fait, ça aussi. Mais véritablement à créer une communauté, c'est super important sur le chemin de guérison. Et je vais te laisser sur cette citation d'un journaliste des années 40, Henri Janson, qui dit « Le travail est un trésor. Le travail des autres, cela va de soi. »